Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Jusqu'où la guerre ?» Il est ainsi chapeauté. 1 an après les attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël, le Proche-Orient est devenu un vaste cimetière. Mais le pire est-il encore à venir ? Dans le grand entretien, Gassam Salamé, fin connaisseur de la région et ancien conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, livre son regard sur le conflit en cours à Gaza et au Liban, dit peiner à discerner au-delà de l'instinct de vengeance et de la soif de destruction la rationalité de la stratégie d'Israël et explique le silence de la rue arabe. Notre prochain enregistrement public aura lieu dimanche prochain, le 13 octobre, à l'école alsacienne. Les inscriptions sont bien sûr ouvertes sur notre site. Nous mettrons en ligne mercredi dans notre série « Si c'est pour la culture », on a déjà donné le dernier épisode d'une série d'entretiens avec Thomas Patet, étudiant à l'école du Louvre, qui a réalisé, en dépit de son jeune âge, une étude très originale sur l'anthropologie des chanteurs de cabaret, c'est-à-dire sur cette glorieuse période de la chanson qui courut de 1950 à 1975. Et étant moi-même quelque peu amateur de chansons, je suis très heureux de voir le nombre et la satisfaction des échos que cette série d'entretiens avec Thomas Patet a provoqué. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Est-il utile de vous rappeler que nous ne vivons que de vos contributions et qu'elles sont attendues avec impatience et confiance. Je vous propose que nous passions au premier des 2 sujets que nous avons retenus pour cette conversation, j'ai intitulé « Michel Barnier » ou la stratégie de la tiédeur. Lors de son discours de politique générale sans vote de confiance, le Premier ministre a promis une double exigence, réduction de la dette publique et celle de la dette écologique. Michel Barnier s'est engagé à une méthode faite d'écoute, de respect et de dialogue, et il a dégagé 5 chantiers prioritaires, le pouvoir d'achat, les services publics, la sécurité, l'immigration et la fraternité. Confirmant son intention de briser le tabou macroniste de la hausse des impôts, le chef du gouvernement a appelé, je cite, « les grandes et très grandes entreprises qui réalisent des profits importants et les Français les plus fortunés à un effort ciblé, limité dans le temps », sans livrer davantage de détails. Parmi ces autres annonces figure la revalorisation de 2% du SMIC dès le 1er novembre en anticipation de la date du 1er janvier, la correction des limites de la réforme des retraites, une réflexion et une action sans idéologie sur le scrutin proportionnel, la limitation des possibilités de réduction de peine et la maîtrise de manière plus satisfaisante de la politique migratoire, la reprise immédiate des travaux de planification écologique suspendus depuis la dissolution, sans évoquer toutefois de nouvelles mesures ni de nouveaux moyens. Peu de repères temporels ont été donnés. En 2025, retour du déficit public à 5%, puis à 3% en 2029. La lutte toujours en 2025 pour la santé mentale, le report des élections en Nouvelle-Calédonie, un comité interministériel des Outre-mer, le développement des soins palliatifs. Le Premier ministre a assuré qu'il avait ses propres lignes rouges, à savoir aucune tolérance à l'égard du racisme et de l'antisémitisme, des violences faites aux femmes, du communautarisme, aucun accommodement sur la défense de la laïcité et encore aucune remise en cause des libertés conquises au fil des ans, dont la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, la loi sur le mariage pour tous et les dispositions législatives sur la procréation médicalement assistée. Michel Barnier a pris ses oppositions à contre-pied, adoptant le ton et les manières d'un super papy, par référence à la super nanny de l'émission télévisée bien connue,
pas davantage dupe des feintes colères surjouées sur les bancs LFistes que des rodomontades des élus du Rassemblement national, et sans se priver du plaisir de quelques taquineries à l'égard de ses prédécesseurs et soutien malgré eux. Parmi les réactions des présidents de groupe, Marine Le Pen pour le Rassemblement national a dit entendre des constats mais très peu de solutions. Gabriel Attal pour Ensemble pour la République a prévenu que son groupe veillera sur les acquis de ces 7 dernières années. Quant à Mathilde Panot, pour la France insoumise, elle a affirmé que le Premier ministre n'a aucune légitimité démocratique pour gouverner. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Michel Barnier hérite d'une situation qui est effectivement très difficile, voire insoluble. Il a placé son discours sous le signe du général de Gaulle qui avait confié une mission à l'un de ses chargés de mission qu'il envoyait aux États-Unis en 1942 et il lui avait dit la chose suivante: « Je vous demande de faire beaucoup avec peu en partant de presque rien ». En réalité, je pense que si on veut citer le général de Gaulle, la situation ressemble plutôt à celle de 58, où de Gaulle avait dit que le choix était entre le miracle ou la faillite. Quand on regarde la situation, c'est effectivement une situation de faillite. Le déficit cette année est de 6,2% à la place de 4,4%. Il va vers 7%. La dette sera autour de 115% du PIB cette année. Elle va vers 130% du PIB. Elle est aujourd'hui insoutenable. L'économie est totalement à l'arrêt. Le pays se paupérise à grande vitesse et la colère sociale monte. Et on a un président délégitimé et une assemblée ingouvernable. Ce qui explique d'ailleurs qu'il n'ait pas demandé la confiance. Et si on veut terminer le tableau, sur le plan diplomatique, la France s'est faite sortir d'Afrique. La Nouvelle-Calédonie est à feu et à sang, donc potentiellement c'est la sortie du Pacifique. Et la France est maintenant complètement marginalisée dans une Union européenne qui se fait sans elle. Donc, dans cette situation, qui est celle de 58, le choix, il est très clair, c'est vérité et rupture ou compromis et continuité. Et en fait, Michel Barnier a choisi de faire du en même temps. La rupture, il l'a faite sur le ton et la forme, comme il a été dit. C'est un discours qui a été extrêmement sobre, neutre, presque jusqu'à l'ennui. Aucun clivage accusé, aucune transgression, ce qui évidemment tranche avec les équipes précédentes. En revanche, sur le fond, il y a une certaine continuité. Et en fait, il n'y a pas eu d'opération vérité. C'est d'ailleurs étonnant de voir que les vrais chiffres sur la situation budgétaire et ce qui est envisagé sur les 60 milliards, ces chiffres n'ont été dévoilés que le lendemain du discours de politique générale, ce qui est quand même assez étrange. Évidemment, ils étaient connus. Et donc, en réalité, la chose qui a été la plus précisée, c'était les hausses d'impôts, qui d'ailleurs sont finalement encore supérieures puisqu'elles vont atteindre autour de 20 milliards. Et on n'a pas de vraie ligne parce que quand on prend les fameux 5 chantiers, on voit bien l'hétérogénéité, le pouvoir d'achat, les services publics, la sécurité, l'immigration, la fraternité. Alors d'abord, la fraternité, c'est une valeur, on voit bien qu'il y a une espèce d'effet de rattrapage, mais la fraternité n'est pas une politique en soi. Et surtout, tout ceci est surplombé par la situation financière et le dérapage, la perte de contrôle des finances publiques. Donc, c'est vrai que Michel Barnier s'est efforcé de donner, à chacun des groupes extrêmement hétérogènes de cette Assemblée quelque chose, mais ça ne dessine pas une politique pour la France. Et finalement, on peut se demander si c'est pas une occasion ratée, parce que ce qui est remonté de ce débat aussi, c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'alternative à Michel Barnier et que personne, en réalité, n'a intérêt à ce qu'il tombe trop vite. Mais ça lui donnait précisément sa seule chance. C'était un peu comme le général de Gaulle à Londres où il était tout seul. Sa seule chance, c'était de ne tenir compte de personne et de rien, sinon l'intérêt supérieur du pays.
Et finalement, il n'a pas assumé cette ligne. Et je pense que sa survie à court terme n'est pas menacée, mais que ça va lui rendre très difficile d'effectuer le principal, parce que de ce qui s'est passé depuis, on voit bien que tout en réalité est surplombé par la crise financière. La France emprunte aujourd'hui plus cher que l'Espagne et que la Grèce, et en réalité, tout ce qui a été un peu émietté par ailleurs, tout ceci dépend de ce qui va se passer. Et en réalité, pour l'instant, la stratégie Barnier, c'est un nouveau choc fiscal comme 95 et 2012-2013. Ces chocs fiscaux, à chaque fois, se sont traduits en réalité par plus de déficit, plus de défense et plus de dettes, moins de croissance, moins d'investissement, moins d'emplois, moins d'innovation. Lucile Schmitt. Oui, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, je pense qu'une des surprises pour moi de ce qui s'est passé depuis la nomination de Michel Barnier, c'est qu'on nous avait beaucoup dit que c'était un Premier ministre nommé sous la surveillance du Rassemblement national. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est qu'il est sous la surveillance d'Ensemble, le parti d'Emmanuel Macron, qui n'a cessé, depuis que Michel Barnier a été nommé, depuis qu'il a constitué son gouvernement avec certaines difficultés, qui n'a cessé de lui dire « Vous êtes sous notre surveillance parce que vous devez assumer l'héritage d'Emmanuel Macron ». Et il y a une discussion sur cette question de l'héritage, parce que comme vient de le dire Nicolas, on est dans une situation économique assez piteuse, financière en tout cas dramatique, et pourtant le camp présidentiel s'accroche à l'idée que la politique de l'offre qui a été menée depuis 2017 et qui a été une politique supprimant des recettes fiscales substantielles pour l'État, je rappelle que la Cour des comptes a évalué ça autour de 62 milliards d'euros en 2023, donc on est dans cette situation. Aujourd'hui, Gérald Darmanin, Gabriel Attal sont en train de dire attention sur la question des impôts. Vous êtes sous surveillance, et par exemple Gérald Darmanin multiplie les rodomontades en disant qu'il ne votera pas ce budget, puisque au fond ce qui nous attend après cette déclaration de politique générale, la vraie étape politique, c'est la question budgétaire qui va être discutée à partir de la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Donc on a vu un galop d'essai où effectivement Michel Barnier l'a emporté sur la forme avec un calme auquel nous n'étions plus habitués, puisque cette Assemblée nationale est toujours au bord de la crise de nerfs, et on a réalisé brusquement que la question de l'expérience, d'être un vieux routier, c'était quelque chose qui avait une force en politique, mais on n'a pas été du tout rassuré sur le contenu. Et moi, je voudrais insister sur une chose, c'est que on vient de vivre une séquence politique extrêmement agitée, confuse, dans laquelle les enjeux économiques et financiers ont été finalement peu présents. On sait que le programme du nouveau parti, Nouveau Front Populaire, était assez délirant sur le plan économique, mais a été soutenu par de nombreux économistes. On sait que le programme du Rassemblement national était totalement délirant sur le plan économique, n'a pas été soutenu par de nombreux économistes, mais a remporté l'adhésion de 11 millions de Français. Et donc on est dans une situation où aujourd'hui l'exercice politique doit être nourri d'un contenu qui soit un contenu de réalité. Et là-dessus, le discours de Michel Barnier ne m'a pas rassuré, parce qu'il s'en est tenu effectivement à de grandes généralités. Donc on a compris qu'il fallait augmenter les recettes publiques d'1 tiers et qu'il fallait réduire les dépenses publiques de 2 tiers. Très bien, mais vous savez, quand on fait une recette de cuisine, en général, on dit ce qu'il y a dans les 1 tiers et les 2 tiers. Et là, Michel Barnier a soigneusement évité d'en parler. Je ne suis pas non plus rassurée par la séquence politique qui a anticipé le discours de Michel Barnier, entre reprendre Antoine Armand, son ministre de l'économie, qui est un ministre central par rapport à cette question que je viens d'aborder sur la situation économique et financière du pays, et Bruno Retailleau, qui en a rajouté dans le lepénisme, sans qu'il ait pour autant été repris. Il y a un sujet sur la godille, en fait. C'est bien d'assumer un exercice sur la forme, mais ensuite le contenu exact de ce qui va être fait, l'articulation entre le symbolique et la réalité, je ne la sens pas. Et je pense qu'il faut insister sur une chose, c'est que rassurer les marchés financiers, c'est pas seulement un exercice de chiffres, c'est aussi un exercice de leadership et de cap. Et là-dessus, l'articulation entre Emmanuel Macron et Michel Barnier, elle reste à trouver. Et rassurer les marchés financiers, ce sera aussi une question politique. François Bujon de l'Étang. Oui, vous l'avez dit l'un et l'autre en filigrane, mais je n'envie pas Michel Barnier. Je ne l'envie pas, et je dois dire qu'il n'y a pas tellement de gens qui seraient prêts à prendre sa place, ce qui risque d'ailleurs de lui être fort utile dans les mois qui viennent. Nous avons débattu la semaine dernière de l'équation budgétaire à laquelle est confrontée la France. Et je me souviens d'avoir dit pour ma part que la situation était tout à fait grave, comme vient de le rappeler Nicolas, et que par conséquent elle appellerait en principe une thérapie de choc, et pas du tout du bricolage, et encore moins du bricolage fiscal.
Or, manifestement, c'est à cela que se résout Michel Barnier, parce que il a des précipices des deux côtés de la route, devant et derrière. Et il essaye, alors un journaliste bien inspiré et un peu alpestre a dit qu'il essaye de slalomer, que pour un Savoyard, effectivement, est assez naturel, mais en réalité, il est dans un champ de mine et il lui est très très difficile. Alors, il a fait un peu de tout. Il n'y a pas vraiment de thérapie de choc, mais il donne quand même la priorité absolue à la dette et à la lutte contre l'endettement. Et dans la thérapie qu'il propose, il donne la priorité à la réduction de la dépense publique. Mais il s'occupe quand même de la recette et il a brisé le tabou numéro 1 du macronisme, c'est-à-dire de ne pas de la stabilité fiscale. Voilà. Il rajoute des impôts et c'est quand même extraordinaire de voir que chaque fois qu'il faut rajouter des impôts à un moment quelconque en France, c'est la droite qui s'en occupe généralement et qui mène une politique de gauche ou qui prend des recettes de gauche. C'est assez courant. Et là, encore une fois, dans ce bricolage, parce que c'en est un, on a recours à l'expédient fiscal. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir au-delà de tout ça ? Bien entendu, la priorité est le budget. Il va le présenter dès la semaine prochaine. Le débat budgétaire va monopoliser l'attention pendant quelque temps. Et en fait, si on regarde bien si on a bien écouté son discours de politique générale, il s'est concentré essentiellement sur ce sujet. Et pour le reste, il a esquissé, beaucoup plus que défini, une feuille de route, en mentionnant des têtes de chapitre, en expliquant qu'on verrait ça plus tard, pour l'essentiel, mais en montrant que ça restait au premier plan des priorités du gouvernement. Mais au fond, tout est renvoyé à plus tard. Ce sont des coups de pied à suivre, comme on dirait alors dans un autre sport, qui lui n'est pas savoyard du tout. Mais il y a beaucoup recours. Donc le court terme, d'abord et avant tout, il a montré son style et il a défini une méthode. Alors la méthode, il l'a très très bien définie, on la connaît, c'est le dialogue, bien entendu, c'est la modération, etc. Mais son style aussi, c'est un style austère, qui rappelle à certains égards, le style de Raymond Barre, qui a été l'apôtre de la rigueur à une époque à laquelle on ne se réfère plus beaucoup. Et au fond, son style, ce sera ça. Le sérieux, le solide, le sang-froid et, bien entendu, la sobriété, la prudence. On voit tout cela déjà, c'est esquissé. Et on va le voir se développer dans les suites de ce débat. Marc-Olivier Padis. Je voudrais d'abord, à propos du discours de politique générale, faire une remarque de forme que vous aurez remarqué aussi. Je trouve regrettable que le bureau de l'Assemblée nationale n'arrive pas à trouver un accord pour éviter les chahuts au moment de ce discours, ce qui est quelque chose de rituel. Mais quand on sait qu'on a un temps de parole pour répondre au Premier ministre, on utilise ce temps de parole et on écoute celui qui parle. Deuxièmement, une remarque sur la méthode. Alors, Nicolas a dit pas de vraie ligne directrice, Lucile a parlé de Gaudi, François de slalom. Moi, je dirais on voit que les députés sont déboussolés. Je pense qu'il y a quelque chose au-delà de la méthode que propose Michel Barnier et qu'a rappelé François. Il y a quand même un problème dans l'ensemble de la séquence. C'est-à-dire, on n'a pas procédé, à mon avis, dans le bon ordre. On a fait le casting avant le projet. Et en fait, c'est absurde dans une situation où, comme l'a dit Nicolas, l'Assemblée est ingouvernable. C'est-à-dire, quand on fait une coalition, on négocie d'abord une plateforme de gouvernement et ensuite on constitue le gouvernement et même on choisit le Premier ministre quand on peut, mais un Premier ministre qui a le profil pour piloter la politique définie dans la plateforme négociée entre les groupes politiques au Parlement. Voilà comment normalement ça se passe dans une démocratie parlementaire quand on n'a pas de majorité. Et là, tout le monde procède comme dans la Ve République classique, c'est-à-dire avec l'idée qu'il y a une ligne politique qui a été définie
en fait, c'est plus du tout le cas, enfin, qui est issu des élections, ce qui n'est plus le cas, et que cette ligne politique permet au président de la République de nommer un Premier ministre qui, lui, déroule un projet qui a été validé par les Français. Donc tout ça n'est plus du tout valable dans le contexte actuel. Et donc on se retrouve dans cette situation absurde où tout le monde attend les arbitrages qui sortent de Matignon en disant on va voir si on soutient ou pas et comment on réagit. Donc comme l'a dit Lucile, par exemple, le camp macroniste, tout d'un coup, nous fait découvrir que la stabilité budgétaire, c'est vraiment... disons le trésor macroniste, c'est ça l'héritage, c'est ça finalement, c'était ça le message de Macron. Ah bon, moi j'avais vu des choses beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressantes en 2017. Alors maintenant Gérald Darmanin, qui devient un expert fiscal, nous dit non, c'est la stabilité fiscale qui est vraiment notre ligne rouge. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment en place. Moi, je pense qu'on est dans un processus d'apprentissage, mais que je trouve très long, de la redécouverte de la culture parlementaire. Et donc, dans ce séquençage politique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas sûr qu'il arrive à tenir aussi longtemps. Maintenant, juste sur les annonces, je ne suis pas choqué à ce stade par la répartition qui a été annoncée, 1/3 d'effort fiscal, 2/3 d'effort sur la dépense. Les efforts sur la dépense, ça veut dire que tous les Français vont être confrontés à une réduction de la dépense et de l'action publique. Et donc, c'est normal de montrer qu'il y a une solidarité, notamment des plus riches, par rapport à ces difficultés qui vont être ressenties par tout le monde. Et puis, sur les annonces qui ont été faites, je trouve que de dire que le chantier de la proportionnelle sera ouvert, c'est bienvenu. De maintenir la planification écologique, c'est bienvenu. De dire que la loi sur la fin de vie sera rediscutée, c'est quelque chose qui était attendu. Sur la Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre a pris des premières annonces importante et qui était nécessaire, et notamment le fait que c'est lui, en tant que Premier ministre, qui reprend le dossier en main. Et même, je trouve que le report de l'indexation des retraites à 6 mois montre la nécessité d'un effort partagé qui est lui aussi bienvenu à ce stade. Lucile Schmitt. Oui, deux choses. Je voudrais revenir sur l'expression de dette écologique qui a été employée par Michel Barnier. Il y a une sorte de faux semblant là-dessus, c'est-à-dire que parler de dette financière, et d'ailleurs là-dessus, Michel Barnier a anticipé sur la discussion budgétaire, effectivement, en donnant des éléments précis. La dette écologique, c'est évidemment une expression qu'il importe de nourrir d'un contenu. Et la dette écologique, c'était peut-être la façon dont le Premier ministre envisageait la possibilité d'un avenir. Parce que vous savez, le problème qu'il y a dans ce discours, cette déclaration de politique générale, c'est qu'on a du mal à se projeter. Au fond, on se dit, mais on est à l'échelon d'un an, quoi. On est rythmé par la question budgétaire, alors même que la question du projet de société, l'urgence écologique, la question mondiale, c'est un point important. Mais la dette écologique, ça implique un mur d'investissement et donc un mur de dépenses. Donc, au fond, c'est une dette qui implique un investissement, une dépense, et qui n'a pas à être résorbée, elle doit être assumée. Donc ça, c'est un point important, et j'observe que sur ces questions écologiques, au fond, la difficulté à trouver le bon langage, la bonne manière de faire demeure, même si Marc-Olivier nous dit on va relancer la planification écologique. Je rappelle qu'elle existe maintenant depuis 2 ans et qu'elle n'a jamais rien produit, si ce n'est des courbes. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant avec Michel Barnier, c'est qu'on se projette forcément sur l'échelon européen, parce qu'il a été un très bon négociateur du Brexit et parce que la question de la façon dont la France va négocier avec l'Union européenne, avec la nouvelle Commission, est essentielle sur le plan de sa crédibilité financière et budgétaire. Et ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que cette question budgétaire, c'est pas seulement ce chaudron de l'Assemblée nationale, c'est à la fois les marchés financiers, c'est l'international et c'est la question européenne. Et je pense que là-dessus, Michel Barnier m'a relativement rassuré sur la capacité qu'il avait à envisager pas seulement cet horizon hyper rétréci, rabougri, dans lequel, au fond, nous sommes enfermés par cette vie politique. Il reste qu'à l'échelle européenne, organiser l'influence française, qui est en retrait total depuis la dissolution, c'est un point sur lequel il va falloir qu'il se lie avec Emmanuel Macron. Et sur cette question européenne, la question... vous savez, lorsque Lionel Jospin et Jacques Chirac
étaient en cohabitation, même si là on n'est pas en cohabitation, nous a dit Michel Barnier. Ils n'ont jamais trouvé le bon équilibre dans leur couple politique pour savoir qui s'occupait de l'Europe, qui s'occupait de l'international. Là, il va falloir que Michel Barnier et Emmanuel Macron trouvent une articulation qui n'a jamais existé. Nicolas Bavrez. Quelques brèves remarques. D'abord, économiquement, la dette, c'est de l'impôt différé. Donc tous ceux qui ont participé au fait d'accumuler 1000 milliards de dettes depuis 2017 sont mal placés pour expliquer que l'augmentation des impôts est une ligne rouge. La deuxième chose, c'est qu'avec la dissolution et le débat public, c'est vrai qu'il y a une torsion comme on n'a jamais connue, sans doute depuis 1958, entre la représentation politique et la situation politique et sociologique du pays, et qu'il y a un écart gigantesque entre les problèmes réels qu'on a rappelés tout à l'heure et le débat tronqué et accéléré qui a eu lieu pendant ce semblant d'élection. Et donc, il en découle le fait que, là aussi où je pense que c'est une occasion ratée, c'est que finalement, Michel Barnier s'est adressé avant tout à une assemblée éclatée et ingouvernable. Et ça donne un discours éclaté et en réalité une absence de ligne. Et je crois, et par ailleurs un horizon de très court terme, puisque les partis en question ont tous comme horizon une dissolution en juin 2025. On verra si elle a lieu ou pas, mais en tout cas c'est dans la tête de tout le monde. Et finalement, je pense qu'il aurait dû s'adresser aux Français par-dessus pour expliquer justement la situation réelle du pays et pourquoi, de fait, il allait falloir prendre des mesures qui n'ont strictement rien à voir avec la démagogie qui a été déployée, puisque, comme il a été rappelé, le camp macroniste, c'était 1% de dépenses publiques du PIB en plus, le RN, c'était 3% du PIB, le nouveau Front populaire, c'était 6% du PIB de dépenses en plus. Donc, avec les chiffres qu'on connaît aujourd'hui, on voit que, en réalité, tous ces programmes étaient complètement en apesanteur par rapport au réel. Et pour moi, donc, la seule manière d'en sortir, comme toujours, c'est de se tourner vers le citoyen et de lui dire voilà la réalité du pays et voilà ce qu'il faut essayer de faire. C'est vrai que ça suppose aussi d'avoir un gouvernement qui soit un gouvernement en forme de salut national et qu'on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Juste un mot pour rebondir sur ce qu'avait dit Marc-Olivier en commençant sur le regret qu'il a de ce que le bureau de l'Assemblée ne parvienne pas à imposer à l'Assemblée un code de conduite raisonnable, c'est exactement ce qu'on demande aux élèves dans les écoles et aux étudiants aussi dans les facultés, pas à Sciences Po, semble-t-il. C'est l'effet de ce que ce bureau est composé en grande majorité de gens du Rassemblement national, parce que le jour où il a fallu composer le bureau et voter pour lui, un trop grand nombre de députés macronistes étaient allés aux fraises, aux champignons. Pas du Rassemblement national, du nouveau Front populaire. Ah pardon, j'ai dit Rassemblement national. Oui. La confusion est peut-être explicable sur un plan de mon cerveau reptilien, mais c'est en effet du nouveau Front populaire qu'il s'agissait. François Bujon de l'Étang. Oui, je voudrais faire une petite remarque en passant, vous la permettrez, à un ancien combattant de la première cohabitation, 86-88. Le mot de cohabitation est soit évité, soit utilisé avec des bémols à la clé. Barnier le récuse. On parle de rupture en douceur, par contre. Ça, c'est un mot qui est en train d'acquérir droit de cité, ou de cohabitation douce. En réalité, il va y avoir des sujets sur lesquels la cohabitation, en réalité, avec le président de la République, va être extrêmement difficile. Et je pense notamment au sujet européen, parce que c'est là que Barnier a acquis la plus grande crédibilité, grâce notamment à l'admirable travail qu'il a fait dans la négociation sur le Brexit, où son grand mérite n'a pas tant été de ce qu'il a négocié avec la Grande-Bretagne que la façon dont il a maintenu le front des 27 unis et empêché, bien entendu, les Britanniques, qui comptaient bien le faire, de le faire éclater comme une volée de moineaux. Il est bon parce qu'il applique sa fameuse méthode, qui est donc celle de l'écoute, du respect et du dialogue. Et il va en avoir grand besoin sur le plan parlementaire. Mais avec l'Élysée, et notamment sur les sujets européens, ça va être chaud et ça va être très difficile parce qu'il a acquis, grâce au Brexit, mais aussi grâce à son parcours de commissaire, on l'a oublié, avant, une
crédibilité à Bruxelles que le président de la République, lui, a perdue en chemin. Et ça va, à mon avis, rendre les choses un peu plus difficiles. Si vous en avez fini avec ce sujet, je vous propose que nous passions au deuxième sujet que nous avons retenu et qui s'intitulera « À quoi peut encore servir l'Organisation des Nations Unies ?» Alors que le machin, comme le qualifiait le général de Gaulle, réunissait pour son assemblée la quasi-totalité des pays du globe, 193 États, beaucoup s'interrogent sur son utilité. L'impuissance du secrétaire général de l'ONU à faire entendre sa voix, tant dans le conflit russo-ukrainien qu'à Gaza, est là pour témoigner d'une érosion. La crise du multilatéralisme n'est pas nouvelle, elle s'est installée progressivement, elle a connu un palier supplémentaire avec le président Trump très hostile à l'ONU, qui avait retiré son pays de l'accord sur le climat de Paris et de l'accord sur le nucléaire iranien. Une crédibilité minée également par plusieurs pays qui ont pris la tête d'une confrontation ouverte avec l'Occident, visant à redistribuer la puissance au détriment des États-Unis et de l'Europe, la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, désireux de corriger l'histoire. Ils manifestent leur mépris de la Charte des Nations Unies, des références universelles, des systèmes basés sur les droits de l'homme et la démocratie. Lors de l'Assemblée générale, de nombreux orateurs ont fait part de leur colère face à la flambée de violence au Moyen-Orient, que l'ONU, percluse de divisions sur le conflit israélo-palestinien comme sur la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, semble être incapable de juguler. Le roi Abdallah II de Jordanie a pointé la crise de légitimité des Nations Unies, dénonçant implicitement le deux poids deux mesures critiqué par tant de pays du Sud qui réclament que Gaza bénéficie de la part des Occidentaux du même soutien que l'Ukraine depuis l'invasion russe. Les différentes agences de l'ONU ne se portent guère mieux. La principale organisation d'aide aux Palestiniens, l'UNRWA, est dans le collimateur d'Israël depuis que plusieurs de ses employés ont été accusés d'implication dans les pogroms perpétrés le 7 octobre par le Hamas. La Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale sont elles aussi considérées comme partiales par les Américains et les Israéliens pour leurs actions menées contre Israël à la suite des atrocités perpétrées ces derniers mois par des militaires israéliens contre des civils à Gaza. Lors de son discours en septembre devant l'Assemblée générale des Nations Unies, Benjamin Netanyahou a qualifié l'organisation de farce méprisante. Mercredi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été déclaré persona non grata en Israël. Au Liban, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, basée depuis 1978 dans le sud du pays, chargée de surveiller l'application de la résolution 1701, adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité après la guerre de juillet 2006 entre Israël et le Hezbollah, et cette force intérimaire est également impuissante. La résolution stipule que seule l'armée libanaise et les casques bleus doivent être déployés dans le sud du Liban. Elle n'a jamais été appliquée. Le sud Liban demeure le fief du Hezbollah. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Alors, ce qu'il y a de bien, mon cher Philippe, c'est que quand on pose la question « à quoi sert l'ONU ?», on ne crée pas grand-chose, parce que cette question, on l'a posée dès les premières années qui ont suivi la conférence de San Francisco. L'ONU existe depuis 1945, elle a fait suite à la défunte Société des Nations, qui avait nourri pendant d'ailleurs 20 ans le débat « à quoi sert la Société des Nations ?». Et peu après la création de l'ONU à San Francisco, on a eu des épreuves de force formidables, qui étaient celles de la guerre froide, dans laquelle l'ONU n'a pratiquement pu jouer aucun rôle, parce qu'elle était paralysée par le veto soviétique. Alors, voilà, le débat est ancien, il retrouve bien entendu des éléments tout à fait nouveaux à la lumière de l'actualité, on va essayer d'y regarder plus clair, mais ce que je voudrais rappeler, parce qu'il faut quand même mettre les choses en perspective, c'est que dès son origine, l'ONU s'est heurtée à de graves difficultés, parce que l'ONU n'est que la résultante, bien entendu, des pays, et notamment des grandes puissances qui la composent. Elle n'a pas d'existence propre, elle n'est que la résistante des conflits ou de l'entente entre les parties qui peuvent la faire fonctionner. Voilà. Alors, pendant toute la guerre froide,
Le veto soviétique a paralysé complètement le Conseil de sécurité, qui n'a jamais pu prendre la moindre décision, et il a fallu inventer un système pour le contourner, ce veto. Et ce système, ça a été celui de la résolution Hutchison, la résolution United for Peace, la résolution 377, qui date très exactement du 3 novembre 1950, et qui permet, quand le Conseil de sécurité est bloqué, de transférer le problème à l'Assemblée générale, où le veto ne s'exerce pas, et qui peut, par conséquent, à la majorité simple, prendre des décisions sur le maintien de la paix. C'est ce qui a permis, par exemple, l'intervention en Corée. On l'a oublié, mais la guerre de Corée, 1950 à 1953, a été une guerre menée sous le drapeau des Nations Unies, parce que le Conseil de sécurité a été contourné par la résolution Hutchison, et que l'Assemblée générale a confié le commandement de la force des Nations Unies aux États-Unis. C'était un cas unique. Mais voilà, après ça, rappelez-vous, toute la guerre froide, si on la passe rapidement en revue, le blocus de Berlin, la crise de Cuba, la guerre du Vietnam, par exemple, ou Budapest en 1956, l'intervention soviétique, ou à Prague en 1968. L'ONU n'a joué absolument aucun rôle, elle a été tenue soigneusement à l'écart, et ce sont, bien entendu, les grandes puissances, et singulièrement les Occidentaux, qui ont réussi à faire à peu près ce qu'ils voulaient faire, en faisant jouer la résolution Hutchison. Elle a joué pour la Corée, je l'ai dit, mais on l'a fait jouer également pour l'intervention dans la crise de Suez, en 1956, et à Budapest, en 1958 pour le Liban, en 1960 pour le Congo, en 1980 pour l'Afghanistan, et bien entendu en 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine. C'est l'Assemblée générale qui en débat parce que le Conseil de sécurité est paralysé. Alors, ça ne veut pas dire que l'ONU n'a rien fait pendant ce temps-là. D'abord, elle a joué un rôle dans beaucoup de conflits secondaires qui échappaient, je dirais, à la confrontation directe américano-soviétique, parce que c'était des conflits du tiers-monde ou des conflits liés à la décolonisation. Elle a joué un rôle au Congo, par exemple, elle a joué un rôle au Timor oriental, elle a joué un rôle à Chypre, enfin, on pourrait multiplier les exemples, et là, à chaque fois, elle a réussi à faire quelque chose. Ce qui m'avait amené à résumer, d'ailleurs, le bilan des Nations Unies dans un travail antérieur que j'avais fait sur ce sujet, en disant que les Nations Unies jouaient un rôle majeur dans des conflits mineurs, mais ne jouaient qu'un rôle mineur dans les conflits majeurs. Et c'est effectivement le paradoxe du maintien de la paix aux Nations Unies. C'est évidemment l'attitude des grandes puissances qui en a été la clé. Le veto soviétique pendant la guerre froide, aujourd'hui le veto américain sur tous les débats qui concernent Israël et la sécurité d'Israël, qui à chaque fois oblige soit à ne rien faire, soit à se tourner vers l'Assemblée générale. Alors ce vieux procès, puisqu'il a maintenant à peu près 70 ans, a été évidemment complètement réalimenté par l'actualité. La guerre russo-ukrainienne est une guerre entre deux membres des Nations Unies. Dieu sait qu'on avait glosé dans le temps sur le fait que l'URSS avait réussi à obtenir 3 sièges en réalité, puisqu'outre celui de l'Union soviétique, la Biélorussie et l'Ukraine en avaient un chacun. Aujourd'hui, il y a une guerre entre deux d'entre eux, et bien entendu, les Nations Unies sont dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit, parce que la Russie ne veut pas entendre parler des Nations Unies. Et dans le conflit actuel au Moyen-Orient, chaque fois qu'on parle des Nations Unies, c'est avec une connotation négative, parce que c'est sur un détail ou sur un épisode. Il y a des fonctionnaires de l'UNRWA, l'Association des Nations Unies pour les réfugiés, qui ont été vus, par exemple, du mauvais côté dans les massacres du 7 octobre. Et par conséquent, l'UNRWA s'est très largement décrédibilisé aux yeux des Israéliens et aura du mal à continuer à jouer un rôle. Ou alors on la voit apparaître avec l'avis, par exemple les avis de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale sur les territoires occupés. Et dans le débat actuel de l'Assemblée générale des Nations Unies, on a très bien vu, il suffisait de regarder le discours de M. Netanyahou l'autre jour devant un hémicycle vide, parce qu'en signe de protestation, les 3/4 des délégations avaient laissé volontairement leur siège vide. Bon, donc il revient à la lumière de ces conflits dans lesquels il n'arrive pas à jouer un rôle, encore que il jouera sans doute un rôle dans la sortie diplomatique qu'on finira bien par trouver sur le sud Liban
il y a une résolution qui s'appelle la résolution 1701, qui a été adoptée il y a pratiquement 20 ans, enfin 18 ans, en 2006, et qui a refusé d'appliquer le Hezbollah, mais qui est celle qui permet de créer une zone tampon au sud du fleuve Litanie. Elle existe sur le papier, la solution diplomatique. On y reviendra peut-être à la faveur du dénouement qu'on ne voit pas encore se profiler. Mais indépendamment même de ces conflits actuels dans lesquels l'ONU ne joue qu'un rôle, je dirais, mineur, il y a tout l'écosystème qui s'est créé autour des Nations Unies, celui des institutions spécialisées, celui de Bretton Woods, qui a été l'ossature de l'ordre international établi après la Deuxième Guerre mondiale et qui aujourd'hui fait l'objet d'une vive contestation de la part d'un certain nombre d'États, bien entendu des États de ce qu'on appelle, de cette expression idiote que je déteste, de Sud global, mais surtout de la part de la Chine, par exemple, qui propose un autre ordre, puisqu'elle crée sa propre banque de développement, elle a créé les BRICS, elle a payé le groupe de Shanghai, et au fond, elle esquisse un ordre international alternatif, qui est évidemment la contestation même de ce système onusien, qui est bien entendu assimilé aux Occidentaux. Lucile Schmitt. Oui, par rapport à ce que vient de dire François, ce qui est assez passionnant, c'est qu'effectivement, on est dans un moment où on se dit on aurait vraiment besoin de multilatéralisme, et vous nous le disiez, François, c'est une question structurante d'une certaine manière. Le moment que nous vivons est un moment particulièrement dramatique, et du coup, cette question structurante, philosophique d'une certaine manière, elle a une force particulière. Et moi, je voulais justement peut-être partir d'un exemple pour montrer pourquoi, dans ce système multilatéral, la relation à faire entre l'attitude des États, de ceux qui en sont membres, et l'architecture de ce système sont consubstantielles à l'idée que ça puisse marcher ou ne pas marcher, ce que vous venez de nous dire. Je voulais prendre l'exemple des négociations climatiques, et un exemple que je connais relativement bien, en rappelant que lorsqu'on parle de l'accord de Paris de 2015, personne ne pense que c'est un accord, au fond, onusien, établi dans le système onusien. Tout le monde pense à la France, tout le monde dit c'est la diplomatie française qui a fonctionné, François Hollande peut s'en targuer, Laurent Fabius, Laurence Toubiana, etc. Mais les COP ont été établies dans le cadre d'un programme onusien, et elles ont fonctionné à partir du sommet de Rio en 1992, en forme d'ailleurs dans une cyclotimie d'échecs et de réussites. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi est-ce que l'accord de Paris a bien fonctionné dans ce système onusien ? Parce qu'il y avait eu en fait un échec cuisant à Copenhague en 2009, et que progressivement, les États se sont résolus à se dire mais c'est dans ce cadre qu'il va falloir organiser un succès. Et que le système diplomatique français, nous en avons l'exemple absolument frappant avec François Bujon de l'Étang, est un système diplomatique ultra professionnel, très cultivé, et qui avait réussi dans ce cadre onusien à mettre en place une méthode particulière qui était de demander aux États qui étaient partie prenante de ce système d'élaborer des contributions particulières, et donc d'une certaine manière à organiser une architecture où chaque État se sentait co-responsable de la façon dont l'accord allait être négocié. Par ailleurs, il y avait une urgence qui était ressentie, mais qui n'était pas une urgence brûlante, et personne n'aurait dit que c'était une farce sinistre, ce système des COP, même si peut-être certains le pensaient, en tout cas que ça pouvait être une farce, comme l'Arabie Saoudite. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une forme d'alchimie entre les États, un État particulièrement impliqué qui était la France et son système, et aujourd'hui encore sur ces questions de COP climatique, puisqu'on est à la veille d'une nouvelle COP qui va se passer en Azerbaïdjan, il y a tout le temps la question de à quoi ça sert, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, et pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Parce que les ONG, la société civile, se sont intéressés à ce système onusien, et moi je pense que ce que vous venez de nous dire sur le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, d'une certaine manière, ce qu'il faut faire, c'est fonctionner, comme on l'a dit aussi sur Michel Barnier, avec davantage de relations avec les sociétés, et non pas seulement dans une architecture institutionnelle que les États ont tendance à stériliser, à paralyser pour des intérêts qui sont des intérêts particuliers. Marc-Olivier Padis. Oui, dans la suite de ce que dit Lucile, on voit bien qu'il y aurait une discussion très développée à avoir sur le système plus large, en fait, onusien, les agences, le GIEC, sa petite sœur qui travaille sur la biodiversité, etc. Et où on voit que le système international n'est
pas complètement dysfonctionnel, ou en tout cas moins décourageant que quand on se focalise sur l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Moi, je voudrais prendre un angle un peu particulier, après, disons, la synthèse tout à fait éclairante et passionnante de François, c'est sur la question des États, c'est-à-dire le rôle des États dans les relations internationales. On voit bien que l'ONU, c'est l'endroit où les États négocient entre eux et se retrouvent dans un rapport de force. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on est entre la réaffirmation du rôle prépondérant des États dans les relations internationales et le constat des limites du multilatéralisme. Et donc, je propose une vue cavalière en 3 temps. D'abord, on peut dire, au tournant des années 2000, on avait l'impression d'un recul du multilatéralisme et par conséquent des organismes réunissant les États comme l'ONU. Donc, ce recul était analysé comme la conséquence de l'émergence de nouvelles forces non étatiques sur la scène internationale. Par exemple, la mondialisation économique mettait en évidence la puissance des marchés et des entreprises privées. Les printemps arabes autour des années 2010 avaient rappelé le rôle des sociétés civiles qui avaient déjà marqué la fin du système soviétique dans les années 80-90. Les crises humanitaires au sein d'États faillis, comme par exemple à Haïti, montraient aussi les limites de l'action des États. La crise financière de 2008 et la crise sanitaire ensuite du Covid ont montré qu'il y avait des forces échappant au contrôle des États qui déterminaient le destin de nos sociétés bien davantage que les attributs classiques de la puissance. Dans le deuxième temps, on a vu depuis 2022 le retour de la guerre conventionnelle entre 2 États souverains, et comme l'a rappelé François, membres tous les deux de l'ONU, la Russie et l'Ukraine. Et donc, on s'est dit, il y a un retour à la logique des États, la guerre entre des États souverains. Et on a vu l'affirmation, comme l'a rappelé Philippe aussi, de puissances révisionnistes comme la Chine et la Russie, enfin révisionnistes de l'ordre international organisé dans le cadre de l'ONU, qui contestent ce système mis en place, comme il a été rappelé, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on voit un pays, par exemple, comme la Russie, qui veut réaffirmer sa puissance militaire et son influence dans un espace de domination qu'elle considère comme désigné par l'histoire autour d'elle, et la Chine, puissance économique désormais reconnue, qui veut imposer sa domination dans toute la région, et notamment à Taïwan. Et même dans le conflit au Proche-Orient, on voit que la question des États-nations, des frontières, des attributs militaires de la puissance sont de retour. Donc, on avait l'impression d'un retour des logiques implacables de la puissance étatique, mais en fait, ce retour des États, au lieu de réhabiliter l'ONU comme lieu d'expression des intérêts des États, conduit en fait à un blocage complet et à l'affirmation frontale du refus de prendre en compte les maigres avancées du droit international et du multilatéralisme, comme on l'a vu récemment. Donc, troisième temps, on a l'impression, donc voilà, retour des États, mais pas rétablissement du multilatéralisme pour autant. Parce que je pense qu'on n'en revient pas à une logique strictement des États. Les acteurs non étatiques restent importants. D'abord, il n'y a pas de vraie solidarité ni de vraie convergence d'intérêts des pays du Sud global. C'est les puissances révisionnistes autour de la Chine, ne serait-ce que parce que l'hégémonie chinoise fait peur aux autres pays du Sud et ils n'en veulent pas. Ensuite, les enjeux mondiaux transnationaux sont toujours là. Le défi climatique, les risques sanitaires, la révolution technologique, tout ça existe toujours. Et les acteurs transnationaux non étatiques n'ont pas disparu. Les entreprises privées, les entreprises du numérique, il suffit de voir l'influence d'un Elon Musk, par exemple, pour se rappeler que tout ça est très puissant. Les mouvements de la société civile n'ont pas disparu non plus complètement. Quand on voit les mobilisations des femmes en Iran ou les mobilisations de la société civile contre Netanyahou en Israël. Et pour finir, des phénomènes infra-étatiques comme le fanatisme religieux qui divise les sociétés ou les mouvements migratoires, par exemple, montrent qu'il y a encore des tas de phénomènes qui échappent aux États. Donc, comme l'écrivait déjà Pierre Asner il y a 10 ans, en 2014, à propos de « Y a-t-il encore un système international ?» question récurrente, effectivement. On ne peut traiter ce sujet qu'en observant la diversification des acteurs, le brouillage des messages, la dialectique des forces contraires et la faiblesse des médiations parmi lesquelles on pouvait compter l'ONU. Nicolas Bavrez.
Quand on a créé l'ONU en 1945, c'était pour essayer d'éviter de retourner à la catastrophe matérielle et morale de la grande déflation des années 30 et ensuite du second conflit mondial avec donc comme point culminant la Shoah, le fait de mettre la société industrielle au service de l'extermination de 6 millions de Juifs. Et donc il y avait 4 objectifs. Premièrement, la sécurité collective. Deuxièmement, organiser le recours à la force en cas d'agression. Promouvoir les droits de l'homme et créer un forum de négociation pour pouvoir discuter des problèmes planétaires. Et aujourd'hui, on doit constater que rien de tout ça ne marche. La sécurité collective, c'est le grand retour de la guerre et la supériorité de la force sur le droit. On a parlé de l'Ukraine, on a parlé du Moyen-Orient avec la logique d'escalade. On peut parler aussi de la Chine avec l'annexion de la mer de Chine du Sud contre les décisions de la Cour internationale de justice. On peut aussi mentionner le Haut-Karabakh et l'organisation d'un nettoyage ethnique extrêmement efficace et brutal par l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie. Sur le recours à la force en cas d'agression, c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que non seulement l'ONU ne sanctionne pas les agresseurs, mais que l'ONU les protège. Quand on regarde la Russie, c'est pas seulement 2 membres des Nations Unies. La Russie, c'est un pays membre du Conseil de sécurité et une puissance nucléaire qui se sert de ces 2 atouts comme d'un parapluie pour construire l'agression d'un pays voisin et indépendant. Sur les droits de l'homme, même on constate que là, même l'Occident y a renoncé. Et quand on regarde effectivement les États-Unis de Donald Trump, il faut bien reconnaître que les États-Unis, avec Donald Trump, se sont mis à défendre une ligue d'autocrates. Et certainement, qu'on ne fasse pas la diplomatie avec les droits de l'homme, on est d'accord, mais qu'on les abandonne complètement, ça c'est évidemment, et ça a contribué à délégitimer l'ONU. Et quant au forum de négociation, c'est vrai que dans les années récentes, on a 2 accords importants. L'accord de Paris sur le climat, 2015, le traité sur la biodiversité dans la haute mer, 2023. Et c'est tout. Tout le reste est démantelé. Bretton Woods, on l'a dit, mais aussi tous les grands traités de désarmement ont été abandonnés. Donc, par ailleurs, cette situation, elle est structurelle, parce que l'ONU, c'était une part de l'ordre de 45. Comme on s'est refusé après la chute du mur de Berlin, à essayer de repenser le système international, cet ordre de 45 a survécu vaille que vaille. Aujourd'hui, il disparaît parce que les États-Unis n'ont plus les moyens ni la volonté de réassurer le système, qu'on a un système qui est vraiment multipolaire, vraiment hétérogène et vraiment violent, que la mondialisation est terminée et surtout que la violence prolifère partout et, j'allais dire, en toute impunité. Et on se retrouve avec une situation où on n'a jamais eu autant de conflits depuis 1945. Alors, est-ce que c'est désespéré pour autant ? Je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes. C'est-à-dire que les interdépendances entre les économies et les sociétés, comme on l'a dit, elles continuent quand même. Il y a une certaine forme de résilience du commerce, des liens entre les sociétés. Il y a des formes de limitation de la guerre qui subsistent, parce qu'on voit que, d'une certaine manière, en Ukraine, l'espèce de grammaire de la dissuasion entre l'OTAN et la Russie, et entre États-Unis et Russie, continue à fonctionner. On voit qu'il y a des efforts qui sont faits pour prévenir la guerre totale au Moyen-Orient. Et on voit quand même que subsiste une forme de coopération sur les problèmes planétaires et, comme on l'a dit, notamment en matière écologique, où la COP28 a été quand même plutôt un succès. Donc ça nous dit qu'entre le chaos, les affrontements idéologiques, mais qu'on peut peut-être avoir une forme de reconstruction du système international, mais autour, un peu comme l'Europe du 19e, autour d'une forme d'équilibre entre les géants du 21e siècle, et que pour ça, l'ONU peut rester un forum utile. François Bujon de l'Étang. Oui, alors Nicolas me fournit avec sa conclusion personnelle une transition toute trouvée, parce que moi, bonhomme et avocat de la défense, je vais quand même essayer de trouver quelques qualités à cette organisation des Nations Unies.
c'est entendu, le procès est fait, l'ONU a tous les défauts, elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire, elle n'est pas là où elle devrait être, soit, ok. Mais le monde serait quand même un endroit bigrement plus dangereux s'il n'y avait pas les Nations Unies. Parce qu'il faut quand même voir ça. Le verre n'est peut-être pas à moitié plein, mais il est quand même un petit peu plein. D'abord, il y a le forum et tout l'ordre sur lequel nous vivons depuis 70 ans, le semblant d'ordre international qui est sous l'égide des Nations Unies. Ça inclut la Cour internationale de justice, mais le Fonds monétaire international, la Banque mondiale sont des organisations qui ont leurs insuffisances, que l'on peut critiquer, mais qui ont joué un rôle et qui jouent encore un rôle absolument décisif. Et puis, il y en a d'autres. Il y a l'environnement dont vous venez de parler l'un et l'autre de façon très éloquente. Moi, j'en cite un autre parce que je m'en suis occupé pendant longtemps. C'est la non-prolifération des armes nucléaires. Et l'AIEA, l'Organisation internationale de l'énergie atomique, qui est sise, je le rappelle, à Vienne, est quand même l'institution qui permet toutes les vérifications dans les pays qui ont signé le traité de non-prolifération, toutes les garanties d'utilisation pacifique ou de transfert pacifique de technologies. Donc, l'ONU fait partie du semblant d'ordre international qui s'est créé depuis 70 ans. Elle a tous les défauts, c'est entendu, mais elle offre des virtualités où elle fournit quelques structures qui se révèlent, ou des instruments de diplomatie qui se révèlent, le moment venu, souvent très importants. C'est la conclusion du sage et ce qu'elle annonce que nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en faisant quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire en dissuadant nos auditeurs de se rendre à une exposition que je devine pourtant magnifique, c'est l'exposition du musée Jacques Marandré des chefs-d'œuvre de la galerie Borghese. C'est un attrape-nigaud. J'ai été l'un de ces nigauds et je peux dire que l'absence d'un quota de visiteurs autorisés à entrer aboutit à une telle concentration de personnes, épaule contre épaule, qu'on pourrait la comparer sans exagérer à l'agglomération des passagers de la ligne 13 du métro entre 17h et 20h. La société Culture Espace, qui gère ce musée, ne semble pas avoir d'autre but que financier et pourvu qu'il paie, elle n'éprouve aucune gêne à entasser les visiteurs dans des conditions qui défient même les règlements sanitaires applicables à l'élevage de volailles en batterie. Restez donc chez vous. Marc-Olivier Pénis. J'ai lu avec un certain intérêt un livre d'entretien avec l'entrepreneur Xavier Niel, des entretiens avec Jean-Louis Missica, paru chez Flammarion. Xavier Niel est un entrepreneur qui prend peu la parole. Il a créé, comme on sait, Free, et maintenant c'est un investisseur dans beaucoup de secteurs. Il a aussi créé une école numérique gratuite, l'école 42, la station OF, qui est un centre qui regroupe beaucoup des startups. Et en fait, ce qui est intéressant ici, au-delà du fait de donner la parole à un entrepreneur, ce qui est quand même rarement le cas, c'est de discuter avec lui des évolutions du monde numérique. Nous sommes en pleine révolution technologique, comme tout le monde l'a vu, avec le développement d'outils grand public, maintenant d'intelligence artificielle, qui vont bouleverser l'économie et la vie quotidienne. Et c'est intéressant d'avoir le regard de quelqu'un qui est d'un optimisme forcené, qui croit vraiment à la théorie économique de la destruction créatrice, et donc le regard sur l'impact de ces nouvelles technologies sur nos sociétés, avec la polarisation accrue des opinions, la désinformation de masse. Mais il donne donc son point de vue sur tous ces éléments, et avec un angle qu'on n'est pas habitué à avoir. Et en plus, on peut s'assurer que Jean-Louis Missica n'est pas un interlocuteur contrariant. Lucille Schmid. Alors moi, je rentre dans une autre dimension. Je voudrais vous recommander le roman de Carole Martinez, « Dors ton sommeil de brute ». « Dors ton sommeil de brute », c'est un vers de Baudelaire, des Fleurs du Mal. C'est un roman totalement étrange, onirique, mystérieux, qui nous raconte comment tous les enfants du monde font au même moment, dans la nuit, un rêve. Donc c'est un roman qui embrasse le planétaire et qui en même temps rend d'une certaine manière, comment dirais-je, tangible cette question des générations futures dont nous parle tant, car ce rêve qui est mis en scène a une portée réelle, dérange les parents, dérange le monde, et donc d'une certaine manière, ce roman onirique dont l'héroïne principale est en Camargue, dans les marécages, qui rencontre un bon géant qui évoquerait presque le roi des aulnes, mais en positif. C'est un roman qui vous emporte. Vous savez, Carole Martinez, elle a écrit
Elle a écrit aussi Le cœur cousu ou Du domaine des murmures. Elle assume une langue magnifique et elle montre comment le climat échappe aux négociations parce qu'il est aussi une nouvelle langue et un langage commun planétaire. Nicolas Bavrez. 2 livres. D'abord celui de Marcel Gauchet, Le nœud démocratique. Marcel Gauchet revient sur la crise de la démocratie. Il en voit les origines dans la dilatation, l'excès de l'économie qui a tout envahi, et et dans ce qu'il appelle ce modèle néolibéral qui aujourd'hui de fait est en partie caduque, comme au même titre que l'ordre de 45. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Marcel Gauchet néanmoins ne cède pas au désespoir, et donc il essaye de montrer comment pour lui ces valeurs de la démocratie ne sont pas caduques, et comment on peut essayer de faire renaître une société démocratique au XXIe siècle. Et le 2e livre, c'est une BD de Nicolas Barral sur l'intranquille Monsieur Pessoa. Ce sont les derniers jours de Fernando Pessoa qui permet en même temps de revenir sur sa vie. Et c'est un livre qui est vraiment très réussi, avec un dialogue de Pessoa avec les doubles qu'il a créés, puisque il était employé de bureau le jour, il vivait dans sa bulle littéraire sous alcool, sous consommation aiguë d'alcool la nuit, et donc Pessoa a créé un tas de doubles, et donc ces derniers jours se passent dans le dialogue entre Pessoa et ses hétéronymes, et c'est très réussi. François Bujon de l'Étang. Mais au risque d'apparaître un peu corporatiste, je voudrais jeter un coup de projecteur sur un ouvrage paru au printemps 2024, un ouvrage collectif sous la direction d'Hubert Védrine, qui s'appelle Grand diplomate, et qui passe en revue, comme une galerie de portraits, un certain nombre de très grands architectes de la diplomatie à travers l'histoire, en commençant par Mazarin, et en poursuivant par évidemment le XVIIIe, le XIXe siècle et le XXe. Hubert Védrine signe d'ailleurs une postface extrêmement intéressante à ce livre, dans laquelle il montre pourquoi la diplomatie a changé de telle sorte qu'aucun de ces grands diplomates ne pourrait aujourd'hui être à la mesure des problèmes du monde. Mais l'ouvrage est intéressant. C'est une promenade, encore une fois, au long de 5 siècles d'histoire, et qui mêle ces portraits. Chaque chapitre est rédigé par un auteur différent, dont certains sont des maîtres sur leur sujet. C'est le cas de Simone Berthière sur Mazarin, par exemple, ou même de Bernard de Montferrand sur Vergennes, qui ont écrit d'excellents livres sur leur sujet. Mais il mélange les portraits de quelques pros, ce qu'on appellerait des vrais pros, comme Vergennes, comme Choiseul, avec des grands hommes d'État, comme Bismarck, comme Metternich, comme Disraeli, quelques géants modernes, comme Zhou Enlai ou Kissinger, mais des figures moins connues également, mais très cruciales, comme Barthou ou Stresemann. Et le livre est extrêmement intéressant et divers. Je vous remercie, je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau veille au site, Olivier Magloire veille aux plateformes, Adrien Beccaria a enregistré notre conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, Julien Neuville produit cette émission pour Nouvelles Écoutes. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour l'enregistrement en public de notre prochaine conversation, et mercredi pour la dernière des émissions de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, autour des cabarets des années 50 à 75 avec Thomas Patet. Merci et à bientôt.